16-10. Je pense qu'on va commencer. On est à 15, on a 5 minutes de retard. On va commencer. On va reprendre. Bien, c'est à mon tour aussi de remercier le CNES et aussi la DGES pour avoir organisé cette demi-journée d'études sur la question de la santé des personnes trans. Dans cette table ronde, on va surtout axer sur les nouveaux outils de prévention du VIH, mais pas que. Nous allons aussi discuter comment utiliser ces outils de prévention, de la promotion de la prévention combinée pour décloisonner l'accès aux soins, notamment la santé globale des personnes trans. Pour recontextualiser, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, à la fin de la table ronde, sur rendre de plus en plus visibles les questions trans. Je pense que nous revenons de très très loin et les personnes trans ont été largement invisibilisées dans la lutte contre le sida. Et c'est clair qu'aujourd'hui, la revanche, elle est là, devant nous. Je pense qu'il est important de rappeler que l'aboutissement de cette journée, c'est aussi l'effort incontestable et très fort des militants, militantes pour les droits des personnes trans, des personnes qui ne sont pas aujourd'hui ici et qui ont été pendant très longtemps très visibles quand il s'agissait de parler de VIH. Je pense en particulier à Elena Serra qui n'est pas là, à qui effectivement je souhaiterais vraiment le dédier cette journée, parce que pendant très longtemps, elle a été la séropos de service chez les personnes trans, et c'est elle qui a vraiment ouvert beaucoup de perspectives aussi. Il y a d'autres personnes, dont moi et d'autres personnes qui viennent d'arriver et qui ont arrêté d'avoir peur et de prendre en main la question de la visibilité de la séropositivité quand on est trans et qu'on cumule d'autres facteurs de vulnérabilité liés à l'immigration, le travail du sexe et autres questions. Il est fort important de rappeler que pendant tous les plans, depuis que le VIH est apparu en France et ailleurs, les personnes trans ont été absentes dans les plans, la plupart des plans nationaux de lutte contre le VIH et les plans nationaux et les plans régionaux de promotion de la santé. Il est fort important de rappeler que cette absence a été un manque. Aujourd'hui, ça nous amène à construire très tardivement des outils et aussi des stratégies sur le plan de recherche, mais aussi à niveau opérationnel sur le terrain. Il est fort important aussi pour moi de rappeler à quel point l'investissement des associations trans aujourd'hui dans la promotion de ces outils de prévention combinée est crucial, mais que ça ne pourra pas se faire sans moyens financiers notamment, qui sont très absentes aujourd'hui, notamment pour les associations qui sont petites, associations trans qui sont dans les régions. Donc c'est très important évidemment de rappeler que pendant très longtemps, dans les plans et dans les stratégies nationales de prévention du VIH, les personnes trans ont été toujours classifiées chez les populations prostitutionnelles et qui ont oublié derrière, évidemment, la prise en charge de la santé globale des personnes trans. Aujourd'hui, évidemment, on essaye de rattraper. Il y a la feuille de route santé sexuelle de 2021-2024 qui vient d'être publiée et c'est important de lire notamment l'axe 20 qui concerne les questions trans et qui traduit très bien aujourd'hui les
les questions revendiquées par les associations depuis plus de 20 ans et qui aujourd'hui, bah, effectivement, vont nous permettre, nous l'espérons, bah, effectivement, de rendre de plus en plus visibles les questions de la dépsychiatrisation, qui est un enjeu majeur pour nous en tant qu'association, mais aussi, effectivement, la question des formations des professionnels de la santé et la question aussi des moyens pour, évidemment, mettre en place des actions dans la durée d'ici 2030 sous la base de l'éradication du VIH d'ici là, mais effectivement, ça ne pourra pas se faire sans, évidemment, la participation active des associations de terrain. Pour cette table ronde, donc, nous avons une expérience de terrain qui est l'association RITA, représentée par Max, et après, qui a été construite dans la durée avec le planning familial 38. Et donc, il y a Elsa qui va, évidemment, avec Rita, nous présenter effectivement comment est-ce que vous avez construit ce projet, qui sont les outils que vous utilisez en matière de prévention et comment ceci, ça vous permet effectivement de promouvoir aussi, de décloisonner l'accès aux soins globaux pour les personnes trans dans cette région à Grenoble. Et puis nous avons aussi Laszlo Blancard qui est le coordinateur santé et prévention chez ACEPTST. Et donc c'est la même question. Donc nous dire effectivement comment vous collaborez aussi peut-être avec d'autres associations telles que Rita autour de ces mêmes questions. Et puis on fera un tour avec Clark Pignedoli, qui est chercheur et qui travaille en ce moment sur un projet recherche-action qui est soutenu par SIDAction et qui est en cours et qui, peut-être, toi, tu nous donneras une perspective effectivement sur est-ce que ce projet recherche-action sur la PrEP et les personnes trans est quelque chose qui traduit effectivement aujourd'hui une possibilité pour rapprocher ces personnes trans de la prise en charge à un niveau de santé global. Et puis nous donner les perspectives effectivement sur qu'est-ce qu'aujourd'hui reste à faire en termes de recherche pour rendre davantage effectivement visible la question de données qui sont encore très manquantes en France sur la prévention combinée des personnes trans. Et puis nous avons Monsieur Olivier Semana qui est représentant du bureau de prévention du VIH, les IST, les hépatites ici à la DGOS, qui effectivement va aborder aujourd'hui la question de cette feuille de route qui a été présentée la semaine dernière et qui concerne effectivement l'axe numéro 20 sur la question des personnes trans. Donc je vais donner la parole d'abord à Max pour que vous nous présentez ensemble cette belle perspective qui sont en cours chez vous à Grenoble. Ok, merci. Du coup, moi je suis un des responsables de RITA. RITA, c'est une association féministe de santé communautaire trans et intersexe. On travaille depuis 9 ans. On va bientôt fêter notre 9e anniversaire. Et on travaille notamment à développer des dispositifs d'accompagnement collectif et individuel pour les personnes trans, leurs proches. Et puis on développe aussi pas mal de formations. Pour vous donner un peu le contexte, on est à Grenoble, mais on ne s'occupe pas du tout que de Grenoble. On s'occupe aussi des Savoies, où il n'y a pas d'assaut de personnes trans ni intersexes, de la Drôme et des départements limitrophes. Pour vous donner une petite idée, jusque-là, on travaille sans local, sans subvention, sans salariés, bénévolement. Et on accompagne, notre file active est de 700 personnes par an. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, Elsa Fernic, médecin généraliste et en centre de planification et d'éducation familiale. Donc c'est lieu d'écoute et d'accompagnement autour de la santé sexuelle. Celui où je travaille à Grenoble a la particularité d'appartenir au planning familial, association féministe et nationale, qui entre autres engagements a renouvelé celui auprès des personnes trans dans son plan d'action 2020-2022. Pour revenir sur l'historique rapidement de l'aventure qu'on nous a demandé de vous raconter aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, des collègues de mon centre ont été sollicités par des personnes trans en train de constituer une association et elles leur font part de l'impossibilité d'accès à la transition hormonale sur le territoire de l'Isère.
Cette rencontre va mener à une meilleure connaissance mutuelle, puis à des co-formations et à une collaboration de plus en plus soutenue qui va permettre l'accueil que nous proposons aujourd'hui aux personnes trans. Je vais vous le dresser dans les grandes lignes et on fera ensuite un focus ensemble sur le thème de cette table ronde. Donc, quel accueil on propose en 2021 au planning de Grenoble ? Déjà, un accueil respectueux des personnes trans, on espère, de la salle d'attente à la création de dossiers médicaux, puis dans l'entretien avec tous et toutes les professionnels qui sont à la fois expérimentés et formés, sensibilisés. On accueille les personnes trans dans le respect de leur autodétermination, dans leurs demandes multiples et en particularité sans parcours protocolisé. Au planning, on peut avoir accès à des entretiens avec des conseillères conjugales et familiales, dont j'ai déjà fait la pub tout à l'heure, mais avec mes collègues très précieuses, les personnes peuvent aborder la vie relationnelle, le questionnement de genre, des situations de violence et plein d'autres thèmes. Dans le cadre du partenariat entre nos deux associations, un travailleur social communautaire peut accompagner les personnes et ou leurs proches dans des entretiens pour aborder leurs besoins, leurs questionnements et leur réalité de personnes trans. Il y a également accès à des consultations médicales par des sages-femmes et ou des médecins pour un suivi gynécologique, un accès à un traitement hormonal et pas mal d'autres enjeux en santé qu'on développera tout à l'heure. Les professionnels se réservent du temps pour échanger autour des situations complexes dans l'intérêt des personnes, en organisant parfois des suivis conjoints dans des situations d'urgence ou sérieuses. Nous bénéficions aussi d'une supervision entre les deux associations, que nous appelons la Super Transvision, pour réfléchir à nos pratiques. Et enfin, les proches des personnes trans ont accès à des groupes d'échange et de parole tous les 2 mois, animés par les professionnels des deux assos. Maintenant, on va vous présenter notre collaboration, plus précisément en expliquant comment on espère faire de la prévention combinée, et pas seulement dans la prévention du risque VIH, mais aussi sur d'autres enjeux en santé. Et on va aussi parler de nos limites et de nos besoins, car ça nous a été demandé. Pour commencer par la réduction du risque infectieux, quand même, pour nous, le fait d'accompagner des transitions hormonales avec des prescriptions, un accompagnement médical, ça permet de diminuer les risques. Le fait de proposer gratuitement aux personnes des kits stériles d'injection préparés par l'association RITA, c'est aussi très précieux. Un autre grand axe, c'est que de voir des professionnels régulièrement dans un lieu où, on le sait, on peut parler de sexualité, c'est l'occasion d'aborder les risques individuels, comme on en a parlé tout à l'heure, et donc des moments de proposition de dépistage, de voir quelle personne bénéficierait d'une PrEP, de la proposer, de la prescrire ou d'adresser dans les endroits adéquats. C'est aussi parfois l'occasion d'aborder des situations d'addiction et leurs risques propres. Et quand on parle du risque infectieux, il n'y a pas que le VIH. Je te laisse la parole. On a essayé de construire un projet d'accompagnement qui, en fait, comment on peut dire, que notre stratégie de réduction des risques infectieux au niveau global, c'est d'intégrer tout ce qu'on vous a présenté à un dispositif qui est complet en termes d'accompagnement en santé sexuelle, mais pas que, puisque nous, on inclut ça dans un dispositif de santé globale, notamment pour les personnes les plus exposées. Du coup, ça veut dire un meilleur dépistage. Ça veut dire qu'on est plusieurs personnes qui sont formées au TROD et qui font plusieurs fois par an des soirées de dépistage communautaire. Ça veut dire qu'on a formé et qu'on travaille en partenariat étroit avec le CEGID de Grenoble, avec qui on a des très très bons liens, et notamment avec lequel on est en train de développer des soirées de dépistage communautaire dans les murs du CEGID, où on vient appuyer les pratiques des professionnels du CEGID dans leurs murs, et de cette façon amener toutes les personnes qui n'arrivent pas à passer la porte du CEGID dans ces lieux et à s'y sentir bien avec nous. Dans un premier temps, on fait le pari qu'elles finiront par s'y sentir bien seules. Évidemment, ça va avec notre collaboration active avec le Corévi Arc-Alpin, avec qui on a aussi des très très bons liens. Et ça va aussi avec le développement d'autres projets, comme par exemple
En ce moment, on travaille très sérieusement sur un projet en santé sexuelle et gynéco pour les personnes trans, dont l'objectif serait avant tout de lutter contre le non-recours aux soins, souvent par manque d'informations, mais pas que. Ça va avec tout un pôle d'action sociale qui a ses limites, hein, puisqu'on parlait d'un travailleur communautaire père au planning familial. Il se trouve que c'est moi qui occupe ces 2 places dans Rita et au planning, et que je suis travailleur social de formation, mais ça a ses limites. C'est que mon temps de travail est de 20 heures par semaine, du coup un petit temps de travail pour faire tout ce travail-là. Mais pour nous, le constat qu'on fait principalement, c'est que pour assurer une observance des traitements comme la PrEP, par exemple, et le maintien dans le dispositif des personnes, il faut que le projet soit pas seulement axé réduction des risques infectieux, mais santé globale au sens plus large. Et d'ailleurs, les enquêtes concernant la santé des personnes trans montrent qu'il y a un pourcentage très très important de renoncement aux soins, et pas seulement dans ces domaines-là. Du coup, en y réfléchissant, on réalise que notre collaboration des 2 associations lance un peu le message en tant que personne trans, j'ai le droit à des soins de qualité avec un accueil respectueux. Et c'est aussi ce message qu'on espère faire passer en accompagnant les personnes. On peut les accompagner par exemple pour une demande de transition hormonale, ce qui va amener à se revoir régulièrement. Et là, nos professionnels ont la préoccupation également de la santé psychique de la personne, de sa santé sexuelle, de son accès à une contraception s'il y en a besoin, et aussi se questionner sur l'accès aux soins primaires. A-t-elle ou il un médecin traitant? A-t-il besoin d'autres structures? CGI, d'addictologie, SECOS et tant d'autres. Là, on pense bénéficier d'un capital confiance et de notre expérience pour que les personnes soient à l'aise au cours des accompagnements pour aborder ces thématiques-là et qu'on puisse aider à y répondre en articulant les soins autour de ces personnes. Également dans des situations de précarité, parce qu'on a possibilité de faire accéder à la gratuité et de proposer de l'aide dans ces situations. À l'échelle des 4 années dans lesquelles je travaille de cette façon, je vois une évaluation positive de certaines choses parmi les personnes rencontrées pour la première fois. J'en rencontre plus qui ont moins attendu avant un premier rendez-vous, plus qui ont un médecin généraliste et plus qui ont déjà parlé de leur transidentité à des professionnels de santé et qui ont été bien accueillis là-dedans. Et ces signaux, ils sont super chouettes, donc j'avais envie de vous les partager. Pour la santé globale, nos autres actions, et ça c'est vraiment le partenariat Rita Planning, c'est une formation pour les médecins généralistes qu'on anime pour la 3e fois au mois de mars. On a également constitué un réseau de professionnels respectueux qui s'appelle le réseau Fil Rouge, avec beaucoup de professionnels du champ médico-psycho-social. Et pour toucher un petit peu à nos limites, on est en difficulté d'accès à des médecins généralistes. Autant les professionnels de santé sont volontaires et leur accueil est de meilleur en meilleur, mais leur nombre reste cruellement défaillant, comme malheureusement dans tout le territoire français. Et pour ce qui est de la santé globale, je crois que c'était ce qu'on avait prévu de dire. Merci. Alors un point qui nous intéresse beaucoup et qui nous mobilise beaucoup, c'est la santé mentale. J'en parle maintenant dans le sens que ça prend part de tout ce travail de réduction des risques infectieux aussi, puisque quand on va mal, on ne se préoccupe pas de sa santé, ou moins bien. Du coup, même si on constate que les professionnels sont de plus en plus formés et que, par exemple, les structures hospitalières de psychiatrie à Grenoble, au centre hospitalier, sont partie prenante, ont envie, développent en fait, émergent des demandes de formation qui nous sont adressées, et puis ça se passe plutôt bien. Il n'en reste pas moins que l'accès aux services, en dehors des temps de crise et en dehors des temps de crise suicidaire, il est quasi inexistant, et pour nous, c'est vraiment une dimension qui est très complexe. Nous, ce qu'on remarque, c'est que l'accès à l'accompagnement médical des parcours de transition, ça reste un atout absolument majeur dans l'amélioration de la santé mentale des personnes, y compris pour les personnes en grande souffrance au niveau psy, et avec lesquelles il est question d'utiliser des molécules qui peuvent parfois
augmenter le risque de dépression. On aperçoit des bénéfices complètement énormes sur leur santé mentale. Le fait d'accéder à l'accompagnement médical de leur parcours de transition améliore la santé mentale de bien des personnes. Nous, le pari qu'on fait un peu et ce qu'on observe finalement de positif, c'est que le fait qu'on soit deux structures différentes, ça fait comme deux portes d'entrée dans tous ces champs-là, pour réduire le risque infectieux, réduire le risque suicidaire et accéder à la santé globale, et que ça maximise un peu l'accompagnement qu'on peut amener. Voilà, mais il n'en reste pas moins que le risque suicidaire est toujours de 42%, la prévalence du risque suicidaire pour les personnes trans, que nous, on a beau avoir été formés très récemment à la prévention, l'évaluation et l'orientation des personnes qui traversent ces crises-là. Cette question du risque suicidaire est vraiment capitale et au cœur de nos préoccupations. Pour nous, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges lourdes qui pèsent sur nos épaules de bénévoles et de personnes pas toujours médecins, pas toujours formés. Et du coup, voilà, on avait envie que ça soit présent aujourd'hui aussi. Donc, oui, pour la santé mentale, on aurait besoin de plus d'accès à des médecins psychiatres, du remboursement, des consultations de psychologues pour les personnes qu'on accompagne. Maintenant, comme il fallait à nouveau exprimer nos besoins et nos envies, on réalise que la santé des personnes trans, elle se joue beaucoup dans l'auto-soin et dans le soin entre pairs, parce que c'est efficace, parce que c'est primordial, mais en plus, parce qu'on est dans une période de crise profonde de notre système de santé, où les prochaines années vont être marquées par une très grosse pénurie d'offres des soins professionnels, et je suis désolée de plomber l'ambiance. Mais du coup, c'est l'occasion de se dire que ces assos de santé communautaire qui remplissent énormément de fonctions, qui prennent plein de casquettes, dont les travailleurs font office de médecins généralistes, de psychiatres, parfois de psychologues, de travailleurs sociaux, qui prennent du temps pour des missions politiques, aussi pour former des professionnels, et bien tout ça, ça mérite une reconnaissance, des formations, des statuts professionnels et des salaires à la hauteur du service, parce que c'est un service rendu en santé. La santé, elle n'est plus dans nos cabinets. Et pour plein de raisons, elle ne peut plus y être. Et c'est là qu'elle est, et là qu'on fera la différence pour l'amélioration de la santé des populations. Merci beaucoup. Avant que je donne la parole à Laszlo, est-ce que vous pouvez nous décrire à peu près le public, le profil de public que vous accompagnez, pour avoir une idée vraiment... Oui, c'est une bonne remarque. Nous, on accueille un public... alors, on a sorti un peu des statistiques. On s'est rendu compte que... Enfin, ça fait un moment qu'on se rend compte que les 15-25 ans, là, on est plus sur du 13-25 ans, qui est vraiment la plupart des personnes qu'on accompagne. On est sur un public largement précarisé, de plein de manières différentes, mais pas que. Il y a aussi... on voit arriver des demandes de personnes qui sont moins en difficulté. On a à peu près autant d'hommes trans que de femmes trans. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a peu de personnes qui nous arrivent en déclarant être positives au VIH. Très peu. Et de la même façon, peu de personnes qui déclarent faire du travail du sexe et qui nous arrivent. Voilà, je pense que... Et par rapport à la PrEP ? Et par rapport à la PrEP, alors c'est une demande qui est en augmentation. Il y a quelques personnes qui sont accompagnées pour la PrEP, pas moins que... Que vous fournissez directement au planning. Oui, les médecins prescrivent. Merci beaucoup. Donc la parole, c'est à Laszlo. Oui, bonjour, merci. Donc moi, je suis coordinateur du pôle santé d'Accept ST. Accept ST, c'est une association qui existe depuis 11 ans, qui a été créée il y a 11 ans, entre autres par Giovanna et d'autres femmes trans migrantes, en majorité d'Amérique latine, pour certaines concernées par le travail du sexe et le VIH. Donc l'association a beaucoup grandi ces dernières années. Actuellement, on est 14 salariés. Et l'association a aussi évolué en termes de population. Donc historiquement, l'association recevait pratiquement uniquement des femmes trans originaires d'Amérique latine et pour la plupart travailleuses du sexe.
Ces 2-3 dernières années, il y a, on va dire, 20% environ du public qui est un public français, avec aussi de plus en plus de personnes transmasculines qui viennent à l'association. Mais quand même, il y a un dénominateur commun qui reste la précarité et aussi souvent le travail du sexe dans les personnes qui sont reçues à l'association. Et l'association, donc aujourd'hui, se découpe en différents pôles. Donc il y a le pôle prévention sur lequel je travaille avec 5 médiatrices en santé, qui a un gros volet donc santé sexuelle, mais aussi accompagnement dans la santé globale des personnes trans. Il y a un pôle juridique qui a été structuré cette année, qui permet de faire face aux discriminations et à la violence que subissent nos communautés. Il y a le pôle social avec 2 intervenants sociaux qui sont là donc pour l'ouverture des droits et l'accompagnement d'un point de vue social. Le FAST, le Fonds d'action sociale trans, qui est là, lui, pour répondre donc à des besoins matériels urgents quand il n'y a pas de réponse dans le droit commun. Et il y a en plus donc, un pôle convivial et sportif qui lutte contre l'isolement avec des groupes de parole et diverses activités. L'association a un partenariat depuis 2013 avec l'hôpital Bichat. Donc là, je vais parler plus de comment ça se passe justement d'un point de vue prévention combinée, enfin l'offre de prévention combinée qui est faite à Accept-ST. Ça se découpe en fait en 3 actions différentes. Il y a d'abord celle qui se passe au local. Donc au local, tous les lundis, on accueille les personnes sans rendez-vous. Ce qui se passe en fait, c'est que cette journée, c'est un peu un filtre qu'on va opérer avec les personnes. Donc on les reçoit pour comprendre un peu c'est quoi leurs différents besoins. Parce que pour nous, ça nous paraît indispensable d'avoir toujours cette approche globale autour de la personne et de ne pas centrer uniquement nos actions de prévention autour du dépistage. Le lundi, il y a Valentina qui est dans la salle, là, qui est médecin infectiologue à Bichat, qui est également avec nous et qui fait le suivi PrEP des personnes directement au local. Et donc le lundi, en fait, les personnes sont reçues et il y a vraiment cette pluridisciplinarité un peu communautaire parce que sur les 14 salariés, on est 13 personnes trans, donc c'est vraiment une approche de pair à pair qui permet d'aborder plus facilement tous les sujets qui est faite. Et donc, lors de ces entretiens, systématiquement, même quand les personnes viennent juste pour des informations sur un parcours de transition ou un soutien pour voir un psychologue, systématiquement, on va proposer le dépistage aux personnes, donc les orienter vers les médiatrices pour faire du dépistage et aussi vers la PrEP quand c'est nécessaire. Les 2 autres actions sur lesquelles on propose, enfin, la prévention combinée est déployée, c'est en hors les murs et en ligne. C'est-à-dire que là, contrairement au local où on va d'abord avoir une approche globale de la personne qui va permettre d'orienter vers le dépistage, hors les murs, la première action, c'est le dépistage, c'est-à-dire qu'on vient proposer du dépistage, et c'est lors de ces entretiens pré- et post-TROD qu'on va aussi avoir cette approche en fait, globale de la personne, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas à avoir des questions juste pour réduire en fait, le risque infectieux, mais on va parler de personne trans à personne trans sur comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu as besoin d'aide sur les parcours de transition, est-ce que tu as besoin de soutien psychologique, si c'est des personnes sans papier, aussi parler de l'ouverture de droits, est-ce que tu as une aide médicale d'État, t'en es où de tes droits, et donc c'est vraiment en fait un miroir quoi, qui s'opère entre les deux. Et la stratégie de prévention en ligne, c'est la stratégie hors les murs en fait, qu'on transpose en ligne sur des sites donc, d'escorte et de rencontres entre les personnes trans et leurs partenaires. Et c'est un peu la même stratégie qui s'opère. Nous, en fait, ce qu'on constate, enfin, pourquoi on décide d'avoir cette approche-là, c'est qu'on constate qu'on ne peut pas en fait déployer, enfin c'est ce que vous disiez aussi, hein, on ne peut pas en fait déployer des stratégies de prévention en santé sexuelle, des outils de prévention combinés si on ne lutte pas en même temps contre la précarité, si on ne lutte pas en fait contre la précarité économique et psychologique en fait de nos communautés et l'impact que ça a en fait les discriminations sur nos communautés, parce que si on ne lutte pas contre ça, de toute façon les gens n'adhèrent pas aux outils qui sont proposés. Donc on le voit, hein, les personnes qui sont en rupture de soins, les personnes qui sont en rupture de traitement, les personnes qui n'ont pas de dépistage régulier, c'est des personnes qui sont les plus précarisées en fait. Je peux peut-être prendre aussi un exemple de ce genre de parcours qu'on met en place. Si je pense par exemple à il y a une personne séropositive, donc une personne PVVIH suivie par l'association qui récemment a été hospitalisée pour des questions de tuberculose. Et à la suite de son hospitalisation, en fait, l'hôpital n'a pas les moyens de la loger. Enfin, à un moment, quand il faut sortir, il faut sortir. Et pourtant, la personne, elle n'a pas les moyens de retourner en fait vers l'emploi, qui est le travail du sexe, parce qu'elle n'est pas en situation
physique et psychologique de pouvoir reprendre le travail. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est une personne trans, PV, VIH, sans papier. Il n'y a pas de possibilité en fait dans le droit commun d'assurer en fait matériellement ses besoins. Et donc c'est là où l'importance en fait où l'association a une importance cruciale aussi dans le fait qu'elle puisse continuer à bien prendre son traitement, à se soigner, parce qu'il ne reste plus que le FAST, en fait, le Fonds d'action sociale trans, qui va permettre de la loger, qui va permettre de la mettre à l'abri et qui va permettre en fait de la stabiliser pour pouvoir continuer son traitement. Je ne sais pas si c'était un peu ça tes questions, mais du coup voilà, pour nous c'était hyper important vraiment quand la question c'était en quoi le dépistage est une porte d'entrée vers le décloisonnement. C'était ça quoi, je voulais dire. Oui, et à niveau de violence, à niveau de la question des OQTF, ces questions-là. Bien sûr, ça c'est des choses qu'on retrouve. C'est pour ça que d'ailleurs le pôle juridique s'est structuré cette année, parce que ça fait des années que l'association est là pour répondre aux discriminations, à l'impact qu'ont les violences, tant au niveau de la migration, du travail du sexe, ou juste des questions de transphobie. Et c'est vrai que les personnes qui sont sujets en fait à des agressions, qui sont sujets à des violences, soit des OQTF, soit aussi des agressions physiques ou verbales, ça va avoir un impact aussi direct sur l'adhérence en fait. Alors, c'est souvent des moments, des points de rupture, comme quand il y a des ruptures familiales suite aux transitions, ou c'est des moments en fait de rupture dans les parcours de soins des personnes, quels qu'ils soient. Et du coup, c'est vrai que l'association, le pôle juridique, s'est aussi créé et structuré pour essayer de faire face à ça, essayer de justement assurer en fait un peu de sécurité à ce niveau-là. Mais bien sûr, oui, c'est lié évidemment les deux. Il y a aussi peut-être un projet de formation des médecins aux primo-prescriptions. Oui, on a le même projet que Rita, c'est-à-dire que ça s'est structuré cette année avec Outtrans et Espace Santé Trans. On a mené déjà 2 formations aussi avec des médecins. Donc, faut savoir que à Paris, il y a un vrai problème au niveau de l'accès en endocrinologie. Je pense que c'est le cas sur différents territoires, mais on le sait d'autant plus que Outtrans cette année a fait une enquête et a saisi en fait le défenseur des droits. Ils ont fait une enquête en fait sur l'accès. Ils ont appelé les 56 cabinets en fait d'endocrinologie. Ils ont appelé tous les cabinets d'endocrinologie, en se présentant pas comme une association au début, en disant juste bonjour, on est une personne trans. Est-ce que vous prenez des nouveaux patients ? Non. Bonjour, est-ce que vous prenez des nouveaux patients ? 56 cabinets répondent oui, on prend des nouveaux patients. À partir de ce moment-là, ils demandent est-ce que vous prenez des nouveaux patients trans ? Il y en a que 5 qui disent oui sur les 56. Du coup, aux 51 autres cabinets, ils essayent à ce moment-là en disant bonjour, on est Outtrans, en fait, on est une association, on aimerait comprendre pourquoi, est-ce que c'est un manque de formation, est-ce que vous ne vous sentez pas formé ? Sur les 51, il n'y en a que 2 qui se disent intéressés par une formation. Les 49 autres, en fait, ne veulent pas en entendre parler. Donc, à la suite de cette enquête anonyme et par téléphone, Outtrans, en juin de cette année, a saisi le défenseur des droits pour discrimination dans l'accès à la santé. Et sur les 5 cabinets qui disent oui pour suivre des personnes trans, il y en a 3 qui sont en secteur 1 et qu'on connaît déjà, qui suivent déjà des personnes trans, et les 2 autres sont en secteur 2. Du coup, ça en dit long sur l'accès aux soins et au parcours de transition des personnes trans en Ile-de-France. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de médecins généralistes, comme Elsa au planning, mais ici on a aussi des médecins militants, parce que pour moi c'est vraiment des actes militants qu'elles font, notamment pour la primo-prescription d'Androtardil, qui normalement est restrictive et n'est pas permise en fait aux médecins généralistes, qui s'engagent de plus en plus en fait dans l'accompagnement dans les parcours de transition. Pour nous, ça permet de répondre à cette discrimination qu'il y a au niveau des cabinets d'endocrinologie, mais c'est aussi un vrai avantage pour les personnes trans, encore une fois en termes d'approche de la santé globale en fait, des personnes. C'est-à-dire que souvent on se rend compte que ce qui est proposé dans les cabinets de médecine générale, c'est très différent quand même de ce qui est proposé dans les cabinets d'endocrino. Et il y a vraiment cette approche globale avec des fois des personnes trans qui, oui, ont besoin d'aller voir qu'un seul médecin pour en même temps avoir la prescription de la PrEP, pour avoir en même temps leur traitement hormonal, parler en même temps des questions de santé mentale, donc il y a vraiment cette approche globale qui est vraiment un plus et qui revient des communautés comme étant un vrai atout dans l'adhérence en fait au système de soins qui leur est proposé. Et donc avec ces médecins en Ile-de-France et les 2 autres associations, cette année on a fait 2 formations qui a accueilli environ 35 médecins généralistes donc sur l'Ile-de-France et en dehors parce que c'était en visio pour l'accueil des personnes trans et l'hormonothérapie. Et il va y avoir la 3e là au 1er trimestre, et les médecins sont en train de travailler aussi sur
passer cette formation en DPC, pour ceux qui savent ce que c'est, mais voilà, passer la formation en DPC pour que ça fasse vraiment partie des formations professionnalisantes. Très bien, merci Laszlo. Donc, Clark, donc, si tu peux nous faire juste vraiment un retour, un point de vue en tant que chercheur sur ce projet Trans PrEP, comme je disais, qui est soutenu par SIDAction, et nous dire aujourd'hui, on est où avec ce projet et quelles sont les perspectives, non seulement pour ce projet, mais pour l'avenir. Et si tu penses que ce projet traduira vraiment quelque chose d'important par rapport à la santé globale, aussi au-delà du dispositif préventif qui représente la PrEP. Alors, je vais d'abord m'introduire. Moi, je m'appelle Clark Pignedoli. Je suis sociologue à l'Institut national d'études démographiques. Et comme Giovanna l'a déjà anticipé, je travaille en partenariat avec SIDAction et les associations transparisiennes AcceptST et le PAST sur l'enquête sociologique qualitative et opérationnelle personnes trans et PrEP. En France, la PrEP s'adresse en priorité aux personnes catégorisées comme étant à haut risque d'acquisition du VIH, et parmi ces catégories figurent également les personnes trans. Donc l'enquête que nous menons en partenariat a un double objectif. Premièrement, documenter et comprendre les recours et le non-recours à ces traitements préventifs auprès des personnes trans. Et deuxièmement, documenter la prise en charge des personnes trans dans le cadre des dispositifs PrEP en contexte hospitalier et associatif. Et nous sommes actuellement dans la phase de saisie des données. Donc, cette introduction a pour but de spécifier d'où je parle aujourd'hui en tant que chercheur, mais aussi de construire une réflexion sur la santé des personnes trans au prisme de la PrEP, car nous les voyons sur les terrains. La PrEP révèle les angles morts en termes de production de la connaissance sur les personnes trans dans les champs de la santé et au-delà. Reflète des problématiques vécues par les personnes trans dans l'espace social selon leurs différentes trajectoires et, a fortiori, pointe des pistes de réflexion pour étendre la compréhension de la santé trans et pour améliorer l'accompagnement, la prise en charge et l'accès aux droits des personnes trans. J'aborderai donc 3 points aujourd'hui qui me semblent permettre de penser de ces questions. Donc, en premier, rapidement, l'enjeu de la production des données issues de la recherche en sciences sociales et de la recherche médicale pour la prévention en direction des personnes trans, enjeu qui a déjà été largement abordé, mais comme les sciences sociales nous l'ont appris, la répétition nous permet d'intégrer certains concepts. Je présenterai ensuite 2 axes issus des premières données de la recherche personnes trans et PrEP, permettant de comprendre les obstacles et les leviers liés à l'accès à la PrEP. Et enfin, je terminerai par proposer des pistes pour le déploiement de la PrEP comme outil de prévention à part entière au sein des communautés trans et pour inclure les personnes trans au sein de l'ensemble des politiques et des recherches en santé sexuelle. Donc, nous savons aujourd'hui que les personnes trans et leurs communautés sont les plus fortement touchées par le VIH et au sein de ces communautés, le taux de prévalence du VIH est variable. Mais malgré cet acquis, traditionnellement, les personnes trans ne sont pas considérées comme des populations prioritaires au sein des études épidémiologiques ou psychosociales autour du traitement préventif de la PrEP. Elles sont en général absentes de ces études puisque, à titre d'exemple, lors du dernier congrès de la Société française de lutte contre le sida, aucune présentation sur la PrEP a rapporté l'usage de ces dispositifs auprès des personnes trans, à l'exception de celles de l'association AcceptST. Lorsqu'elles sont rarement prises en compte, les particularités de leur rapport à la prévention ne sont pas développées. Parfois, les personnes trans sont diluées au sein d'autres groupes. On l'a déjà vu dans les autres présentations. Les femmes trans, par exemple, ont été souvent mélangées à la catégorie des HSH, donc des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
en raison d'un amalgame entre corporité et orientation sexuelle qui prime sur leur identité de genre. C'était le cas, par exemple, de l'étude multinationale IPREX, donc sur la PrEP. Au contraire, les hommes trans sont dans la grande majorité des cas exclus de la catégorie des HSH en raison d'une présomption d'hétérosexualité donc plaquée sur leur trajectoire. Et ces idées préconçues, reflétées par les professionnels de santé et les chercheurs et les chercheuses, ont empêché, entre autres, le développement des données significatives et des pratiques adaptées à cette population. À cet état des lieux s'ajoute un manque criant des travaux de recherche en sciences sociales sur les rapports des personnes trans à la prévention et à la PrEP en France, surtout, car la plupart de ces travaux sont réalisés dans des pays anglophones et majoritairement anglo-saxons. Bon, le contexte de production de la connaissance n'est pas un élément anodin. L'expérience des personnes trans non seulement se démarque de celle des personnes non trans, mais s'inscrit surtout dans un espace culturel, dans des rapports sociaux et dans des systèmes de droit hautement contextualisés. Donc, tel que déjà mentionné, plusieurs enjeux se cristallisent autour de la prévention du VIH et de la PrEP plus particulièrement, qui exemplifient des problématiques plus globales vécues par les personnes trans au quotidien et selon leurs différentes trajectoires. En croisant les données recueillies dans le cadre de la recherche personnes trans et PrEP par les biais d'entretiens individuels et de l'observation des dispositifs de prévention mis en place en contexte hospitalier et associatif, il est possible de dégager quelques constatations. Aujourd'hui, je vais aborder que deux axes à cause du manque de temps. Bon, tout d'abord, le suivi PrEP peut représenter les seuls points de jonction avec les systèmes de soins et parfois avec les systèmes de droit et les milieux associatifs trans, pour les franges les plus vulnérabilisées des communautés trans. C'est surtout le cas des femmes trans ayant un parcours d'immigration en France, donc hispanophones et lusophones, qui représentent une partie importante des bénéficiaires des associations trans en Île-de-France. Donc, confrontés à l'isolement, à la barrière de la langue et à la barrière administrative, au croisement des discriminations multiples liées au genre, à la race et à la stigmatisation du travail sexuel, elles sont dans l'impossibilité d'obtenir un travail et rémunéré au sein de l'économie formelle et souvent d'avoir accès à un logement fixe. Donc, en raison de ces injonctions systémiques qui les poussent dans des situations de forte précarité, elles sont extrêmement éloignées du système des droits et du système de santé. Donc, pour certaines, la prévention combinée est une porte d'entrée pour acheminer un accompagnement social, juridique, global, on l'avoue, au sein des associations qui ont intégré les dispositifs PrEP. Pour d'autres bénéficiaires, les rendez-vous PrEP sont leur seul rendez-vous de santé. Ça, on les voit assez souvent sur le terrain. Ainsi, ces rendez-vous deviennent pour elles les moments et l'espace où aborder plusieurs questions liées à la santé, telles que l'hormonothérapie et la proctologie, par exemple. D'autre part, parmi les personnes trans qui bénéficient de la citoyenneté française, d'une couverture maladie et d'une certaine stabilité en termes d'emploi et de logement, d'autres facteurs peuvent entraver leur accès à la prévention et à la PrEP. On l'a déjà vu aujourd'hui, comme l'effet d'anticiper des situations de discrimination. Et cela témoigne donc de la persistance de la transphobie dans l'espace social, de la confrontation répétée avec cette forme de discrimination dans plusieurs contextes dans les champs médicaux et de son impact sur la possibilité des personnes trans d'aller vers les systèmes de soins. Il s'agit d'une tendance qui est généralisée, qui est toutefois particulièrement présente auprès des hommes trans. Paul nous l'a expliqué très bien aujourd'hui. Et des personnes trans qui ne résident pas en Île-de-France. De plus, pour ce qui est de la prévention auprès des hommes trans, celle-ci articule, pour certains, s'articule à l'hormonothérapie et à ses conséquences sur les parois vaginales, à la question de la reproduction, on l'a déjà vu, de la gynécologie et aux spécificités du traitement de la PrEP auprès des personnes qui ont des vulves.
Donc, en considérant qu'une grande majorité des prescripteurs, prescriptrices PrEP ne connaissent pas les spécificités des trajectoires des hommes trans et ne sont pas en mesure d'effectuer cette articulation, cette manque de connaissances qui s'est traduit dans un suivi déficitaire représente un obstacle supplémentaire. Donc, pour conclure, je reprends un petit peu les titres de la journée d'aujourd'hui et ce que j'aimerais partager, c'est que ce qui émerge de l'étude personnes trans et PrEP est qu'une prévention contre les VIH adaptée à la diversité des trajectoires doit prévoir, bon, on a déjà dit, le financement de la recherche sur les personnes trans, et cela d'un point de vue interdisciplinaire, réfléchir à la construction des catégories en recherche, qui risquent de visibiliser certaines populations au détriment d'autres, mais aussi désagréger les données pour avoir une meilleure compréhension des inégalités et des réponses à développer. Une prévention contre les VIH adaptée aux personnes trans et à la diversité de leur trajectoire doit inclure la formation du personnel soignant, des travailleurs, travailleuses sociaux et sociales et du personnel d'accueil, car c'est souvent à l'accueil qu'il y a des premiers épisodes de discrimination. Elle devrait se structurer autour d'une approche multidisciplinaire à la santé qui permettrait de mobiliser des expertises différentes tout en ne perdant pas de vue les mobilisations pour l'avancement des droits sociaux des personnes trans, mais aussi, comme Laz l'a très bien dit, pour les personnes en situation d'immigration et de précarité. Enfin, dans ces circuits de prévention qui s'articulent en milieu associatif et hospitalier, un rôle crucial est joué par les médiatrices en santé et, comme Max l'a déjà dit, et les accompagnateurs, accompagnatrices sociales. En fait, l'accumulation de leur savoir linguistique, administratif et d'accueil favorise la continuité du suivi de santé, car les bénéficiaires y trouvent plus qu'un suivi PrEP au sens strict du terme. Donc, ainsi, une prévention contre les VIH adaptée aux personnes trans à la diversité de leur trajectoire doit se refléter par une réponse budgétaire en direction des associations des terrains. Voilà. Très bien, merci Claire, c'était très très clair. Ça nous permet d'enchaîner très rapidement avec Monsieur Semama. Comme vous voyez, effectivement, il y a la réalité du terrain et évidemment le regard de la recherche qui fait appel aujourd'hui aux institutions. Et moi, j'aimerais bien surtout qu'on vous fassiez aussi un point sur les jalons de cette stratégie de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024. Peut-être que vous allez nous la présenter et puis nous dire vraiment comment vous allez y répondre, et notamment auprès des associations qui sont vraiment en quête aussi de pouvoir être entendues par les institutions, notamment du ministère de la Santé. Écoutez, merci beaucoup de me donner en effet l'occasion de vous présenter cette feuille de route santé sexuelle 2021-2024 qui donc a été publiée le 1er décembre dernier et qui est le fruit d'un gros travail multipartenarial de co-construction, donc qui a impliqué un certain nombre de ministères, des professionnels de santé, les associations. Donc pour aboutir à 30 actions et cette action spécifique pour les territoires ultramarins qui seront mises en œuvre donc, sur les 3 années qui viennent. Alors cette feuille de route, elle s'inscrit tout à la fois dans la continuité des actions qui ont été menées dans la feuille de route précédente, donc pour les années 2018-2020, mais aussi dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a renforcé la prégnance des enjeux de santé publique en matière de santé sexuelle et l'urgence à agir pour rattraper notamment les retards en termes de dépistage et de prévention. Il y a donc un certain nombre d'ambitions fortes qui sont derrière cette feuille de route, et notamment le renforcement de la lutte contre l'épidémie d'infection par le VIH et les IST, avec le souhait de faire vraiment un pas décisif dans la diversification de l'accès au dépistage et aux outils de prévention pour réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection par le VIH, les IST ou les hépatites. Alors, cette feuille de route,
Elle a été pensée en population générale, donc avec un certain nombre d'actions visant la population générale, mais elle s'est aussi attachée à développer une approche populationnelle et territoriale renforcée pour tenir compte des besoins particuliers des publics. Et donc, comme Giovanna Rincon l'a dit, il y a une action spécifique qui concerne les personnes trans. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande nouveauté de cette feuille de route par rapport à la précédente, et donc qui cherche vraiment à tenir compte des facteurs de vulnérabilité des personnes trans qui ont été assez largement évoqués lors de cette feuille de route, donc lors de cette table ronde, pardon. Donc cette action spécifique, c'est l'action 20, qui a pour ambition d'améliorer le parcours de prise en charge des personnes trans dans une démarche de santé globale. Et donc ça c'est un point extrêmement important de cette action. Il y a certes un focus sur le parcours de transition des personnes trans, mais ça va au-delà. Et l'idée, c'est vraiment d'aborder de façon très globale la santé des personnes trans. Et c'est vraiment l'illustration que la santé sexuelle, elle s'inscrit dans une approche de santé globale. Donc il y a deux grands objectifs dans cette action. Premier objectif, c'est d'actualiser le parcours de transition. Et donc, à cet effet, le ministère a saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle actualise ses recommandations, donc, qui datent maintenant de 2009. Donc l'idée étant de réviser évidemment la place de l'évaluation psychiatrique dans le cadre de ce parcours, de proposer un nouveau protocole de prise en charge. C'est aussi de réfléchir à la place des différents professionnels de santé dans l'organisation de ce parcours, en particulier de la médecine de premier recours. Et puis il y a aussi une attention particulière qui a été soulignée dans cette saisine par le ministère sur la prise en charge des personnes mineures dans le cadre de cette transition. Deuxième élément, objectif important dans le cadre de cette action, c'est qu'au-delà du parcours de transition, comme je l'ai dit, l'idée c'est aussi de prendre en compte les besoins de prise en charge en santé globale des personnes trans et notamment de former et de sensibiliser les soignants aux problématiques spécifiques rencontrées par les personnes trans. Alors ça passe notamment par un certain nombre d'actions qui sont identifiées dans cette action numéro 20. Première action, c'est l'inscription au développement professionnel continu, au DPC, qui a été cité, d'une orientation de formation pour les médecins permettant de développer le savoir-être et l'accompagnement des personnes trans dans une approche de santé globale, c'est-à-dire autour des questions de santé reproductive et contraceptive, de santé mentale, de dépistage des cancers et bien sûr de parcours de transition. Il y a également donc une mission qui a été confiée au docteur Hervé Picard et à Simon Jutan de Accept-ST pour identifier les principaux besoins de santé des personnes trans, pour également quantifier et qualifier les discriminations et refus de soins dont elles peuvent être victimes et qui ont été évoqués, et de dresser un état des lieux des prises en charge actuelles. Et donc là aussi, le rapport et les recommandations qui pourraient être formulées à l'issue de cette mission permettront de nourrir la réflexion qu'on aura dans le cadre de la mise en œuvre de cette action 20. Par ailleurs, donc en cohérence avec le plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, de la DILCRA, l'idée c'est également de concevoir des outils, des séances de sensibilisation des personnels d'accueil, des établissements de santé, des caisses d'assurance maladie sur la question de la transidentité. Enfin, dernier élément, donc là, une fois que les recommandations de la HAS seront publiées, c'est évidemment d'intégrer ces préconisations dans une évolution du parcours de transition. Donc ça, c'est l'action 20, donc l'action qui phare, on va dire, autour de la prise en charge des personnes trans. Mais il y a un certain nombre aussi d'autres actions dans cette feuille de route qui ne sont pas ciblées évidemment autour des personnes trans, mais qui
peuvent apporter un certain nombre de réponses à certains besoins, notamment en matière de dépistage du VIH et des IST ou d'autres aspects de santé sexuelle. Donc, il y a notamment une action autour de la promotion de la prévention combinée, dont on a aussi beaucoup parlé, avec une campagne spécifique de communication. Il y a une action qui propose de transformer la semaine du dépistage qui a été instituée dans le cadre de la première feuille de route en une semaine de promotion de la santé sexuelle. Il est également prévu de renforcer l'accessibilité des CEGID grâce à la téléconsultation en santé sexuelle, de diversifier les opportunités de dépistage, avec notamment la possibilité d'un dépistage par sérologie VIH dans tous les laboratoires de biologie médicale sans prescription, donc sans ordonnance, et avec une prise en charge à 100% des frais, ça dès le 1er janvier 2022. Et également renforcer l'accessibilité aux autotests. Donc c'est aussi une des ambitions fortes de cette feuille de route. On a parlé évidemment beaucoup de la PrEP. Donc, vous savez que la primo-prescription de la PrEP a été rendue possible à l'ensemble des médecins depuis le 1er juin 2021. Dans le cadre de cette nouvelle feuille de route, on prévoit d'expérimenter un parcours prévention longue durée pour les populations à haut risque d'acquisition du VIH qui sont sous PrEP, avec l'idée d'une prise en charge à 100% de l'intégralité du panier de soins qui est lié à la PrEP et avec également un accompagnement spécifique. On souhaite également renforcer l'accessibilité au traitement post-exposition et également garantir l'accès à la contraception, notamment à travers, vous l'avez peut-être entendu, l'extension de la gratuité pour les jeunes femmes jusqu'à 25 ans, qui s'adressera également aux hommes trans qui peuvent être concernés. Enfin, j'ai évoqué également des actions spécifiques pour les territoires d'outre-mer qui ont été construites avec les acteurs locaux. Et donc, il y a vraiment une action par territoire d'outre-mer. Et je voudrais citer celle qui a été proposée à La Réunion et donc intégrée dans cette feuille de route, qui prévoit donc d'appuyer la mise en place d'un programme de réduction des risques liés à la sexualité, au genre, auprès des jeunes en difficulté, dont les personnes trans, avec le lancement d'un appel à projet en 2022 pour le développement de modalités innovantes de repérage et de mobilisation des publics invisibles sur les risques liés à la sexualité, au genre, et puis également la sensibilisation des professionnels de santé à l'accueil inclusif des trans. Dernier élément que je voulais citer dans cette feuille de route, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, il y a un axe important qui concerne la production de connaissances pour agir. Et donc c'est vrai qu'on est évidemment extrêmement intéressé par l'ensemble des études et des productions de données qui permettent d'éclairer la décision. Cette feuille de route, elle identifie un certain nombre d'actions, un certain nombre de jalons. Donc c'est un certain nombre d'ambitions pour les 3 années qui viennent, mais ça ne résume pas l'ensemble des actions en matière de santé sexuelle, et elle est par ailleurs pas figée, et donc évidemment elle se nourrira de l'ensemble des données qui pourront être produites, et l'étude trans et PrEP sera notamment évidemment un élément extrêmement intéressant, de même que l'étude trans et VIH de l'ANRS pourra tout à fait nourrir des actions complémentaires. Enfin, au-delà de la feuille de route, je voulais citer très rapidement quelques autres actions dans le domaine. Alors, il y a eu, vous avez peut-être entendu parler d'une consultation longue santé sexuelle à destination des jeunes filles mineures. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, cette consultation longue a été étendue d'une part aux garçons, et puis par ailleurs jusqu'à 25 ans.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec un professionnel de santé dans une logique d'approche globale de la santé sexuelle, notamment d'aborder les questions de dépistage des IST et du VIH, mais aussi les questions autour de l'identité de genre et le repérage des situations de violence et de discrimination liées à l'orientation sexuelle. Il y a également le soutien aux activités de dépistage par TROD, VIH, VHB, VHC en milieu communautaire, donc avec là un appel à projet qui vient de se clôturer. Et puis bien sûr, et ça a été aussi largement évoqué, le financement d'associations qui est évidemment un axe extrêmement important pour la DGS. Merci. Très bien, merci beaucoup. On nous reste 10 minutes. S'il y a des questions, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, c'est le moment. Je ne sais pas si par rapport à la question des formations qui sont menées par les assos, il y a déjà une question là-bas. Oui, bonjour, Karine Favier, infectiologue et puis planning familial. Je voulais juste rappeler que vous n'avez pas cité le cancer du col et le dépistage du cancer du col chez les hommes trans. On vient d'avoir une superbe thèse dont la personne est référente est là à Montpellier, Paul Rives, qui montrait qu'il y avait une méconnaissance des risques et un manque de campagnes ciblées et un manque de sensibilisation des professionnels, avec un mésurage, etc., qui faisait que c'était compliqué pour les hommes trans d'accéder au dépistage du cancer du col. Je pense que dans la liste de ce que vous avez évoqué, il faudrait le rajouter. Comme c'est de ma thèse qu'il s'agit, je pourrais en parler un tout petit peu. Surtout qu'une des questions du dépistage du cancer du col chez les personnes transmasculines, c'est le fait que les frottis sont pas toujours, reviennent souvent anormaux à cause de la testo. Ça existe en autodépistage, en fait, en autoprélèvement. Il y aurait un vrai intérêt à proposer ça en plus du dépistage chlamydia, gonocoque, ce qu'on fait finalement assez peu, et à l'intégrer à la santé sexuelle. Et ce serait, comme je le disais tout à l'heure, une bonne manière de sortir juste du risque sexuel et parler de santé globale et notamment de dépistage des cancers. Peut-être je peux dire que oui, on l'a pensé en autoprélèvement, et on a pensé aussi au fait que ça puisse être accompagné par des sages-femmes, et du coup ça décale un peu du soin médical par les médecins, et que ça puisse aussi être accompagné en autoprélèvement derrière un paravent, accompagné par la professionnelle de santé dans les locaux du planning, et c'est déjà comme ça qu'on travaille à plein de moments. Du coup, merci, on en prend bonne note, mais on l'avait déjà bien pensé. merci. Bonjour, moi je m'appelle Anna Mouim, je travaille au Checkpoint Paris. Je suis là. Merci du coup pour vos interventions qui nous donnent des pistes pour lutter contre les inégalités sociales de santé auxquelles sont confrontées les personnes trans. Et vous avez parlé du coup du renoncement aux soins. Je pense qu'il faut aussi souligner le refus de soins, puisqu'il existe chez les soignants, et que pour lutter contre le renoncement aux soins, il faut lutter et dénoncer le refus de soins, voilà, et le documenter. Oui, moi j'avais... Oui, juste là-dessus, pour le coup, c'est vraiment un des objectifs de la mission qui a été confiée à Eve Picard et Simon Jutan, d'arriver à quantifier notamment ces refus de soins, ces discriminations à l'accès aux soins. Et donc pour nous, en effet, ce sera un élément extrêmement intéressant pour réfléchir à des pistes de solutions. Ouais. Disons-nous que cette saisine va apporter, nous l'espérons, vraiment de nouvelles recommandations et des alertas et des certainement protocoles de qualité dans le système de santé, bien respectueux et en mettant en garde le devoir des médecins de faire leur travail sans discriminer. Parce que des fois, les refus de soins, difficiles à documenter parce que ce sont des choses difficiles à cerner par les personnes, en fait. Mais au-delà des médecins, il y a aussi au niveau des CPAM, ça fait des années que les associations, par exemple, travaillent au refus des ALD 31, il y a vraiment des inégalités territoriales très fortes. Et d'ailleurs, le travail qu'est en train de mener Simon Jutan
le révèle d'autant plus. Par exemple, on sait qu'en PACA, en fait, il y a pratiquement des refus systématiques d'ALD 31 si c'est pas accompagné de 2 ans de suivi psychiatrique avec des attestations psy, des équipes pluridisciplinaires. Donc effectivement, il y a les refus de soins chez les médecins, mais il y a aussi au niveau institutionnel des refus très forts. Et effectivement, il y a des choses à travailler et à bouger là-dessus, quoi. Et ça fait des années, Chrysalide, West Trans, les associations aussi à Paris qui travaillent aussi à récolter, par exemple, les données et les refus des CPAM concernant les ALD 31. Oui, moi j'avais une question pour Olivier Mama. En fait, aussi au niveau de la... Vous avez mentionné pour le plan d'action 2021-2024 la question de la contraception pour les jeunes filles, les filles jusqu'à 25 ans et possiblement les personnes trans masculines qui pourraient correspondre. La question c'est, est-ce que vous avez pensé aux éventuels soucis de remboursement de soins, sachant que par exemple il y a des frottis qui sont... Quand quelqu'un veut faire passer un frottis, c'est catégorisé en 2 à la Sécu, donc les personnes qui ont un numéro de sécurité sociale qui commence par un 1, souvent ça ne passe pas. Et souvent, il y a des stratégies de contournement qui sont mises en place, mais ça ne règle pas le problème dans le fond. C'est-à-dire que les actes de soins sont catégorisés en fonction du genre à la sécurité sociale. Donc, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui avait été pensé? Et si oui, comment les résoudre potentiellement le problème? Alors, oui, en effet, c'est un point d'attention. Alors, pour le coup, c'est en effet pas sous l'égide de la Direction générale de la santé, mais c'est plutôt côté assurance maladie. Mais voilà, normalement, des consignes ont été données par la CNAM au réseau pour prendre en compte ces aspects-là. Ouais. Bonjour, je m'appelle Marin Grolier, je suis bénévole au planning familial, moi aussi, mais à Tours. Et merci d'avoir participé, Max et Elsa, c'était hyper intéressant et ça m'a fait écho à plein de choses, notamment dans le fait que souvent les personnes trans, et je pense dans d'autres associations comme Acceptes, etc., on intervient en tant que bénévole et on apporte notre expertise liée à notre expérience personnelle. Et du coup, les professionnels sont, comment dire, le prennent en compte et ça permet de mieux nous accompagner. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les professionnels de santé, vous vouliez les former justement à l'accueil des personnes trans. Et ma question, c'était former comment et par qui? Alors là-dessus, j'ai pas forcément la réponse à votre question. Là, l'idée, c'est en effet que ce soit identifié comme une priorité dans le cadre de ce qu'on appelle le développement professionnel continu, qui correspond globalement à la formation médicale continue des médecins. Donc derrière, il y a un certain nombre d'organismes qui sont agréés par une agence, qui est l'Agence nationale du DPC, et qui peuvent proposer du coup des formations aux médecins. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste pour le coup du DPC, donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon très précise. Mais voilà, il y a un système d'agrément des structures qui peuvent former les médecins dans le cadre du DPC. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, que les formations qu'on fait pour le moment à Acceptes de façon, pas informelle, mais qui ne sont pas dans le cadre, en tout cas, du DPC, qu'on a porté, parce que c'est les médecins seulement qui peuvent porter la proposition de DPC, mais les médecins sont en train de proposer, en fait, cette formation qui serait, du coup, en lien avec les associations dans le cadre, en fait, du DPC, pour que, justement, ce ne soit pas uniquement des médecins qui se disent experts, qui forment d'autres médecins sur les questions trans, mais que ce soit bien des formations de professionnels soignants accompagnés d'associations pour former. Après, ce serait bien que ce soit transposable à l'échelle nationale et qu'il y ait effectivement des personnes concernées qui soient inclus dans toutes les formations DPC. Mais moi, je pense qu'il y a un enjeu au-delà de la formation continue des médecins, et on est en train de travailler aussi là-dessus. Je pense qu'il y a un enjeu fort aussi à intégrer, en fait, dans les études de médecine, des journées, en fait, de formation à l'accueil des personnes trans, au suivi des personnes trans. Et d'ailleurs, on est en lien là avec des syndicats de médecins
Laensenf, je ne sais plus pas comment on prononce exactement, mais où sa présidente actuelle fait un portage politique cette année pour essayer que ce soit inclus dans les études de médecine, parce que c'est un vrai manque. Enfin, ils le disent tous, les médecins, en fait, ils ne parlent jamais des personnes trans pendant toutes leurs années de médecine. Et du coup, forcément, après, c'est au bon vouloir de chaque médecin d'aller se former une fois qu'il est en poste, quoi. Donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi au niveau des études. Bien, on a touché la fin. Bon, Diana. Je voulais juste poser une question sur le labo sans endo. Pour une personne qui n'a pas de papier, est-ce que ça va être possible ou pas? Parce qu'il y a eu 2 expériences. Il y a eu, entre Nice et Paris. Paris, on pouvait, et à Nice, on ne pouvait pas. Donc, ça va être suivant le profil de Paris ou de Nice. Donc, est-ce qu'une personne sans papier peut faire... Et est-ce que ça sera étendu aux IST aussi? Alors, sur la première question, en effet, alors, dans un premier temps, ce sera en effet plutôt la version niçoise. C'est-à-dire, oui, je sais que on est d'accord, c'est pas idéal. Donc l'orientation vers Essegide, mais avec une traçabilité. L'idée étant, on réfléchit avec la direction de la sécurité sociale pour trouver une solution à travers, par exemple, le NIR fictif. Bon, mais mais malheureusement. Bon, si ça ne tenait qu'à nous, on irait beaucoup plus vite. Là, il faut négocier avec la CNAM et la direction de la sécurité sociale. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est clair que l'objectif, c'est en effet d'aller vers ça. La solution parisienne était un peu trop lourde. Et l'ARS Île-de-France l'a dit, donc ça nous paraissait difficile de transposer à l'échelle nationale, et donc on cherche une autre solution. Mais malheureusement, du coup, dans un premier temps, en tout cas, puisque l'application c'est dès le 1er janvier, malheureusement au 1er janvier, on n'aura pas encore de solution. Et en ce qui concerne le dépistage des IST, c'est en effet dans notre mire. L'idée, c'est en effet, dans un deuxième temps, d'ici la fin de la feuille de route, l'ouvrir aussi aux IST et aux hépatites. Tout à fait. Merci beaucoup aux intervenants, merci à vous. Et je laisse la place à Diane et Hugues qui vont faire les conclusions, et la synthèse et les conclusions. Merci beaucoup. Eh bien, voilà. Ça fait un bon moment qu'au CNS, on travaille sur l'organisation de cette journée, et ça y est, c'est fait. En fait, je voudrais revenir, non pas seulement pour vous faire une petite synthèse de la journée, mais une petite synthèse de l'ensemble du travail qu'on a fait. Pardon, j'ai oublié, je suis Hugues Fischer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Hugues Fischer, je suis membre d'Act Up Paris depuis qu'on l'a créé, du groupe interassociatif TRT5, et c'est au titre de cette expérience associative que j'ai été nommé membre du CNS. En fait, comme Patrick Henny et Marie l'ont dit au début de ce colloque, au CNS, il est question qu'il y ait une évolution du mandat du CNS pour aller vers un conseil national sur la santé sexuelle, en quelque sorte. Et donc, c'est un petit peu dans cette perspective que l'on a réfléchi en cette fin de mandat sur l'idée de faire quelque chose qui aille un peu dans ce sens-là. Et puis, du coup, eh bien, on était quand même contraint par la mission qui est celle du CNS aujourd'hui, mais on s'est dit, ce serait quand même bien qu'on arrive à entrouvrir la boîte de Pandore.
Et donc, on a inventé ce colloque, vulnérabilité des personnes trans au VIH. Évidemment, tout le monde aura compris, et surtout après ces deux brillantes tables rondes et l'ensemble de ce colloque, tout le monde aura compris qu'une fois de plus, la lutte contre le sida fait que tout ce qu'on croyait simple ne l'est pas. Et que trouver des solutions demande du travail, de la réflexion et demande de se remettre en cause. Je crois que, il me semble, moi, que c'est une des leçons minimum que l'on pourrait retenir de cet après-midi. La première chose, effectivement, nous a été présentée sur, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle des personnes trans? Et puis, effectivement, oui, ça aurait été très simple si on avait pu ajouter une case. Il y avait homme, femme, trans. Boum. Non, ça ne marche pas. Évidemment que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vous avez pu entendre aussi au cours de la première table ronde, de la nécessité de prendre les choses par un autre bout. Moi, ça me rappelle juste une chose, je voudrais juste partager avec vous l'idée qui m'est venue pendant que j'écoutais cette table ronde. Ça m'a rappelé un souvenir, c'était justement à propos de VIH et de personnes trans. C'était il y a pas tout à fait une dizaine d'années, je crois. À l'époque, je faisais partie d'une commission de l'Institut de veille sanitaire, c'était avant Santé Publique France, qui révisait le formulaire CERFA de déclaration obligatoire de l'infection par le VIH. Et puis à l'époque, on s'était dit comment on peut les améliorer. Et puis on était un certain nombre de participants associatifs et on avait dit ce serait bien effectivement de ne pas juste s'en tenir à homme-femme parce que ça ne rentre pas forcément toujours dans les cases. Et ils nous avaient dit c'est pas grave, on va rajouter une case, trans. On leur avait dit non, ça ne va pas tout à fait rentrer dans les cases non plus, ça va être plus compliqué que ça. Et puis, effectivement, ça nous a valu une session absolument remarquable, dont je me souviendrai toujours, de discussion avec les statisticiens et les administratifs, si je puis dire, sur ouais, mais non, mais là, attends, vous compliquez tout, là. Non, mais c'est pas possible, comment on va s'en sortir? Et oui, et pourtant, c'est bien la question qui s'est posée à cette époque et que l'on repose aujourd'hui. Ce qui prouve que malgré tout, ça prend du temps de résoudre les choses. D'ailleurs, je me souviens que Diane est intervenue il n'y a pas longtemps à la présentation par Santé Publique France des résultats épidémiologiques, parce que justement, il y a eu une présentation qui s'est faite sous les nouveaux diagnostics, etc., les hommes, les femmes et les trans. Évidemment, mon ami est néanmoins complice du TRT5 Diane, ne pouvait pas laisser passer ça. Et effectivement, forcément, c'est là où on s'aperçoit. Les choses ne sont pas si simples. Et effectivement, ce que l'on a entendu sur cette première table ronde m'a paru particulièrement intéressant. C'est remettons à plat les choses et essayons de retrouver une autre manière d'analyser les choses. Je pense notamment à l'intervention de Franz Lert qui a posé la question en termes de recherche pour dire mais il faut peut-être arrêter effectivement de croire que les choses sont aussi simples et qu'on puisse se contenter de demander dans des enquêtes aux gens de cocher la case de cocher la case homme ou la case femme. Ça va peut-être pas le faire. Il faut peut-être essayer de se compliquer les choses. Je pensais juste aussi d'ailleurs par la même occasion que si l'on veut effectivement relancer une enquête VESPA à l'ANRS, il va peut-être falloir qu'on se pose aussi cette question-là dans cette enquête, parce que ça nous permettra aussi, entre autres, de ne pas se retrouver comme d'habitude au moment où on se pose la question des personnes trans, qu'on finisse par dire « Ah ben oui, mais là, on n'avait pas l'info, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit parce qu'on a oublié de poser la question. » Oui, il faut penser à poser, il faut penser à comprendre les choses. Et c'est vrai que s'intéresser au parcours, s'intéresser aux personnes et à la vie des gens, je dirais que c'est un petit peu ce qui a fait les associations de lutte contre le sida. Les principes de Denver,
rien pour nous sans nous. C'est un petit peu de là que l'on peut partir en disant, mais posons d'abord la question aux personnes concernées. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs au CNS, hein. C'est ce qu'on s'est dit. En montant ce colloque, on s'est dit, c'est pas à nous de nous mettre en avant et d'expliquer ce qu'on a à penser, etc. Non, on a voulu que ce colloque soit donner la parole aux personnes concernées pour qu'elles nous expliquent les choses. Et c'est bien ce que l'on a entendu, au moins dans la première table ronde. La deuxième table ronde nous a apporté un autre aspect des choses, c'est confronter aujourd'hui aux situations, comment on peut les résoudre, qu'est-ce qu'on a comme solution. Et les expériences qui ont été proposées dans cette deuxième table ronde étaient particulièrement intéressantes parce qu'elles montrent effectivement qu'on ne peut pas se contenter du statu quo, qu'il faut vraiment réinventer beaucoup de choses, et il faut notamment réinventer, d'une part, la question de la façon d'aborder les choses en fonction du vécu des personnes et non pas simplement en fonction de l'idée qu'on se fait du vécu des personnes. Mais il faut surtout se rendre compte qu'on a un problème d'inégalité d'accès en santé, que tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses et qu'il faut s'adapter aux personnes que l'on veut soigner avant de les soigner et non pas penser qu'on peut tout simplement mettre les gens dans les cases. C'est ce qui forcément pose des questions que l'on a posées combien de fois à travers l'histoire de la lutte contre le sida, de se dire il faut remettre à plat les choses, il faut se dire qu'il va falloir faire des efforts, former les gens, informer les gens, et puis changer les pratiques et faire évoluer la façon dont on voit le monde. Parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu cette conclusion à laquelle que l'on peut tirer après une journée comme celle-là, qui finalement, enfin vous l'avez compris, on s'est dit, on va essayer de déplacer la montagne avec une petite cuillère. On vient juste de commencer. Il y a du travail pour la prochaine mandature du CNS, je suis persuadé. Et d'ailleurs, si l'on a bien noté tout ce qui a été dit, je crois qu'on a déjà de quoi écrire des recommandations. Il y a déjà de quoi faire, mais c'est surtout une chose que je crois nous a appris la lutte contre le sida d'une manière générale, et ça me servira de mot de conclusion provisoire, bien entendu, c'est que je voudrais rappeler tout simplement cette pensée de Saint-Exupéry qui disait ami, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et sur ce, je vais céder la parole à mon ami et complice, Diane. Merci Hugues. Alors, je vais commencer tout d'abord en remerciant le CNS de donner la parole aux personnes trans. Comme l'a dit Giovanna, c'est, comment dire, d'où on vient, c'est hyper... voilà. On voit qu'on avance, on assiste à ce moment historique. Merci à la DGS aussi d'être à l'écoute des questions de santé globale, parce que la santé globale des personnes trans, ça concerne la santé globale de toutes les personnes. Nous sommes, comme les personnes cisgenres, partout, diverses, variées. Et du coup, une case, ça ne suffit pas. Du coup, la réflexion, on se dit, on va parler en santé sexuelle, santé globale. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que sur les personnes trans, on n'arrive pas, on ne reconnaît pas? Il y a très peu de noms, parce que beaucoup sont, j'ai entendu, en ASSH, etc., beaucoup dans les études, c'était ça. Et j'ai bien aimé le mot d'introduction de Marie Préau, qui a dit les normes cisgenres discriminent les personnes trans. Mais moi, je voulais aller plus loin. Les normes cisgenres discriminent les personnes cisgenres. Les normes hétéronormatives discriminent les personnes hétéronormatives. On est dans des schémas de cases et pas des schémas de pratiques. On parle beaucoup hétérosexualité. J'aimerais ça, amenerais ça, c'est peut-être un peu trop fort, mais hétéro-romantique. On est attiré par qui?
Et suivant la personne, on va avoir telle ou telle pratique sexuelle, mais que ce soit pour les personnes trans ou les personnes cisgenres. Ce qui fait que ce qu'on fait là, c'est bon pour tout le monde. C'est aussi ça qu'il faut amener. C'est ce qui est ressorti des problématiques qu'a sorti Ali. Comme vous avez parlé tout à l'heure du frottis, moi je vais vous parler de la PSA. La PSA, c'est pour la prostate. Quand on est femme trans avec les papiers, si on veut faire, si le médecin traitant prescrit une PSA, le labo ne le fait pas. Parce que PSA, c'est 1, et nous, on a un 2. Du coup, comment on fait? Peut-être virer le 1 et le 2, voilà, qui ne sert plus à rien. Parce que le 1 et le 2 étaient vraiment sur une normativité. C'est cette normativité qui nous casse. Ça, on le dit, on crie depuis 20, 30 ans, on avance. Giovanna, comme moi, on a vu les évolutions, on voit comment ça évolue, on parle des enfants, il y a une visibilité. Nous, quand on a enfant ou quand on a fait notre transition, on n'avait pas de modèle, hein, on n'avait pas de représentativité. Vous savez que tout enfant, quand il doit se construire, doit avoir une représentativité. Et nous, on n'avait pas ça. C'est aussi ça, cette normativité qui ne nous avait pas cette représentativité. Maintenant, on a une visibilité et ça avance. Et là, donc, par rapport à tout ce qui est dit, quelles sont les actions qui ont pu amener à s'enrichir, qui amènent à ça? C'est toutes les luttes des personnes trans depuis 30 ans, on le dit, et on n'avait pas de chiffres. Là, il y a des chiffres qui vont arriver, il y a quelques chiffres, il y a des choses qui sont arrivées à l'international, et l'enquête Trans-VIH devrait amener beaucoup de chiffres, amener justement à justifier nos plaidoyers quelque part. Et je me pose une question, c'est que, oui, mais on va comparer par rapport à qui? Par rapport aux personnes séropo-VIH? Par rapport aux personnes cisgenres? Les personnes trans-VIH? Moi, il manque un truc. Une grosse enquête trans non séropo. De voir la différence, qu'est-ce que dans les parcours? Si on veut voir la vulnérabilité, les personnes qui ne sont pas séropo, qu'est-ce qui amène à qu'elles ne tombent pas dans cette vulnérabilité? C'est quoi? Et se dire, si on veut quand même éradiquer, on est tous dans la lutte contre le VIH, même si on parle de santé sexuelle, on est sur la lutte contre le VIH, si on veut éradiquer, sur les jeunes, comment on peut faire pour? Donc une cohorte de jeunes. Et là, en effet, il y a l'étude trajectoire qui suit, et du coup, là, peut-être qu'on peut faire une cohorte dessus pour amener, de voir comment, quand ça se passe bien, justement, ces vulnérabilités qui peuvent disparaître. Ça va donner, du coup, des chiffres et de se dire, le process, il doit être fait comme ça. Il y a une évolution aussi, monsieur Semama, vous l'avez dit, il y a le rapport, les recommandations de HAS sur les parcours de transition qui dataient de 2009, mais il y a surtout toutes les luttes des associations trans qu'on finit par faire bouger, la CIM, Classification internationale des maladies. 2 janvier 2022, la transidentité, alors l'incongruence de genre, on n'aime pas trop le terme, mais au moins on passe en santé sexuelle. Eh bien oui, il faut que ce soit complètement dedans. Mais pour que ça marche, moi j'ai entendu les assos. Acceptes, je connais bien, c'est mon asso de cœur à la base. Et je connais bien aussi Outrans, parce que je suis passé par les deux. Et Acceptes, c'est 5 femmes trans migrantes, travail du sexe, concernées ou pas par le VIH, qui ont monté. Ils sont partis de rien. Le local de 9 mètres carrés, un petit studio. Et puis au fur et à mesure, ça a grandi, parce que les personnes, elles se bougeaient, elles accompagnaient, et puis à force de crier, de les voir, les médecins se sont dit, peut-être que c'est comme ça que c'est venu. Ça ne vient jamais en descendant, ça vient toujours en montant. Et du coup, maintenant qu'on a entendu que ces associations-là sont connues, reconnues, elles ont une expertise. Cette expertise, comment elles peuvent l'amener au territoire national? D'où l'idée de quelque chose qui va être regroupé et peut-être piloté, coordonné par une association qui a cette expertise. C'est peut-être ça aussi, d'amener pour amener... Parce que tout à l'heure, Max, tu disais, du Grenoble, mais tu fais aussi la Savoie parce qu'il n'y a pas d'asso. Et bien, s'il y a un truc comme ça qui va se retrouver un peu partout, peut-être pas mode TRT, mais TRT5, mais
un peu dans l'esprit, dans l'idée d'avoir quelque chose qui va pouvoir donner pour tout le monde. Et que toutes les petites associations, quand elles ont des choses, des idées de projet, de ramener ça. Mais évidemment, ça ne pourrait pas se faire qu'avec les personnes trans. Mais ça ne se fera jamais sans les personnes trans. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et avec les alliés, avec les chercheurs, avec tous les acteurs de la lutte contre le VIH. La démocratie en santé, c'est les acteurs de la lutte contre le VIH qui l'ont amené. Et dedans, il y avait les personnes trans. Et d'ailleurs, j'étais en train de réfléchir là, et je me suis dit, mais Acceptes et au TRT5, mais seulement depuis 3 ans. On est à la base, la population la plus touchée, on a intégré le TRT5 en 2018, Acceptes. On a pris du temps. Ben, j'espère qu'on ne va pas prendre autant de temps pour qu'on intègre les personnes trans dans la recherche, complètement. Quand on voit toutes les difficultés qui puissent arriver, voilà, c'est les idées moi, que je jette comme ça, une recherche, un regroupement, qu'on travaille ensemble, évidemment, mais comme les personnes cisgenres, les personnes transgenres, il y a des moments où on ne s'entend pas, même entre associations, comme des associations de gays, comme les associations de lutte contre le VIH, il y a des associations qui ne s'entendaient pas. Mais au bout d'un moment, on a quand même un point commun, c'est le bien de la population, la santé globale de la population trans. Donc on met un petit peu de côté ce truc-là et on va dessus. Et ces outils nous serviront à appuyer nos plaidoyers politiques pour justement baisser cette vulnérabilité. C'était le thème, c'est la vulnérabilité des personnes trans face au VIH et comment on peut aller trouver les outils. Donc, pour moi, penser en pratique sexuelle, un homme hétéro qui aime avoir une sodomie parce qu'il a du plaisir avec la prostate, il n'est pas SSH. Et pourtant, il peut avoir des pratiques SSH, qu'on dit SSH, mais c'est juste une sodomie. Donc, on pose les bons mots. Et c'est aussi quand on réfléchit à cette culture du tabou de la sexualité, on n'ose pas en parler, parce que c'est les normes cisgenres hétéronormées que s'il y a une pratique, ah ben non, voilà, on a toujours regardé les premières insultes, mais ça c'est dans notre conditionnement, c'est les premières insultes, voilà, c'est pour une personne on dit c'est une sale pédale ou des trucs comme ça. Tout ça fait que, donc il faut arriver à parler déjà de sexualité, de santé sexuelle de manière positive et retirer un peu tous ces préjugés, tous ces stéréotypes. Et je reviens aussi sur Emmanuel, quand tu as parlé des personnes trans un peu qui font des parcours plus tardifs, que évidemment, c'est quand il y a les moyens, c'est vachement mieux, mais il y a aussi la question, pareil, de la norme cisgenre, le cispassing. C'est-à-dire qu'une personne trans, pour être tranquille, elle doit avoir un cispassing, ressembler aux personnes cisgenres. Non, elle doit juste ressembler à elle-même. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à déconstruire, à comprendre. Et dans ces enquêtes, amener aussi ça, ces questionnaires. Dans l'enquête trans-VIH, il y avait une échelle de qualité de vie, comme il y a eu pour VESPA, Procol, etc. Et ben, quand on a monté le comité de pilotage, Giovanna et moi, enfin, quand on était pour faire construire les questionnaires, on a dit non, là, ça ne marche pas, votre truc, votre questionnaire de la santé, la vie affective, santé sexuelle, d'avoir permanent ou temporaire, ça ne marche pas pour les femmes trans. Pour les femmes trans, on leur a dit, on a la sexualité, on peut avoir la sexualité tarifée, la sexualité affective et la sexualité récréative. Et c'est pas du tout la même chose. Et du coup, on réfléchit de manière complètement différente. Parce que c'est plus la question de temporalité, mais la diversité des partenaires qui puissent exister. Et c'est tout ça amené. C'est par notre expertise qu'on a pu avoir un questionnaire qui correspond aux femmes trans et aux hommes trans. C'était en enquête qualitative parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en effet, je vais finir un petit peu, qu'on a encore du boulot à faire, parce que voilà, les chiffres de santé publique France, c'était sur les IST. Alors il y a eu un focus sur le VIH qui était très bien par les personnes cisgenres, donc ils étaient capables de le faire. Mais par contre, sur les IST, oui, c'était sur les IST, tout à fait. Sur les IST, personne trans. Et là, je suis intervenu, je dis, mais ça veut dire quoi? Alors, homme, femme, transgenre. Alors déjà, j'ai déjà dit, du coup, transgenre, on n'est ni homme ni femme. Et j'ai dit, voilà. Et puis j'ai dit, si vous mettez transgenre et que vous ne mettez pas la différence entre homme,
femme, parce que j'ai dit une personne trans, elle peut être hétéro, bi, gay, ça peut être un homme, ça peut être une femme, elle peut être opérée ou non, du coup c'est pas du tout la même chose, donc c'est aussi ça de penser. On est tellement diverses dans nos corps, dans nos esprits, dans nos vies, qu'on regroupe tout ce qui peut exister chez la population cisgenre. Donc c'est aussi comprendre ça, que faire une enquête sur les personnes trans, avoir de la recherche, des chiffres, des plaidoyers, permettent d'améliorer la santé globale des personnes cisgenres. Et la boucle est bouclée. Sur ce, je vous remercie.